une discrépance, mais c'est normal. Il faut que je sois bien en face pour que les gens qui sont en remote me voient et m'entendent. C'est ça qu'on disait. Exactement. Et bien sûr, aller en face du micro. Alors oui, le micro sur cet appareil. Ah non, celui-là, oui. Et le micro de mon poste qui doit être là. Ça, c'est la sortie. Je ne sais pas si c'est aussi l'entrée. Mais... Non, vraiment, l'entrée se trouve sur le côté. Ou oui, oui. Bon, en général, dans les visios, ça marche bien. Je suis comme ça et ça se passe bien. Ça a commencé direct. Intervention. D'accord. Est-ce qu'on n'attend pas un tout petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres... L'Institut national de l'information géographique et forestière, où une sympathique équipe vous parlera des données géolocalisées. L'IGN est partenaire du Salon de la Data et de l'IA depuis sa première édition. Bonne visite. Bonjour, merci à celles et ceux qui sont déjà présents. Vous êtes à l'heure, c'est super. Ce que je vous propose, c'est qu'on attend, si vous êtes d'accord, encore 2-3 minutes, peut-être que quelques autres personnes nous rejoignent. Hein, donc 2-3 minutes et puis on démarre. Non, personne. Il y a personne qui a répondu quand j'ai demandé d'aide. Non, parce qu'on a rien sur les plannings, donc c'est pas la même tâche en planning pour nous. C'est pour ça que pour nous, en fait, je pensais qu'il y avait pas. Ça vous ennuie pas rester venir compagnie? Donc on peut prendre notre bus à 3h30, ça nous va. Ah bah c'est vrai, on sera large. Est-ce que vous souhaitez faire des questions laisser les spectateurs? En fait, ce que je comptais faire, c'était de dire qu'on va garder de toute façon un peu de temps à la fin pour des questions, mais que s'il y a en cours de route des choses qui ne sont pas claires, là pour le coup, il ne faut pas hésiter à m'interrompre pour que je précise quelque chose que je suis en train de présenter si ce n'est pas clair. D'accord, parce que on a comme rôle de vous indiquer le... Ouais, super, c'est utile, ouais, merci. Donc, c'était pour savoir, parce que donc, on est calibré jusqu'à 12h20, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que dès 12h10 ou avant, si vous étiez laissé longtemps pour des questions à la fin ouais, je pense que... Oui, d'avoir un signal vers 12h05, c'est bien, quoi. 12h05 Ouais. D'accord, très bien. Si ça vous va. Très bien, ça va. Super, merci. Ouais. Bien, je vous remercie d'avoir patienté. On va pouvoir commencer et s'il y a encore des personnes qui nous rejoignent, eh bien, elles prendront la présentation en cours de route. Donc, le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur la déclinaison de notre plateforme de catalogage de données, une déclinaison qui a été co-développée avec le Crédit Agricole et qui est maintenant utilisée aussi par d'autres entreprises et qui vise à permettre d'assainir les serveurs, c'est-à-dire en fait d'en retirer, de les purger par rapport à des données et des sources de données qui n'ont pas lieu de s'y trouver. Voilà, c'est un petit peu la thématique principale pour aujourd'hui. La manière de fonctionner, je vais de toute façon garder un petit peu de temps, 5-10 minutes, plutôt 10 minutes à la fin de cette présentation pour qu'on puisse échanger. Ceci dit, si vous avez des questions qui sont de l'ordre de la compréhension, c'est-à-dire si ce que je dis n'est pas clair, j'aime autant que vous m'interrompiez au moment où ça se passe et je tâcherai de préciser les choses. Voilà. Mais on gardera un petit peu de temps pour les questions à la fin. Je voudrais commencer par vous présenter rapidement l'entreprise pour que vous sachiez qui nous sommes et d'où nous venons et dans les grandes lignes ce qu'on propose. Très pratiquement, notre mission, ce que l'on veut proposer sur le marché, donc c'est une solution très opérationnelle
pour favoriser la bonne gouvernance des données, ce qui peut vouloir dire évidemment différentes choses selon les entreprises. Je dirais qu'il y a deux grands axes autour desquels on est amené à mettre en place notre solution chez des clients, parfois les deux d'ailleurs. Un axe qui tourne plus autour de la volonté de valoriser les données et un autre axe qui est autour de la volonté de mieux maîtriser les risques qui peuvent être suscités par une gestion du patrimoine de données. Donc, encore une fois, nous, par rapport à ces problématiques, on arrive avec une solution qui est très opérationnelle et qui permet effectivement de reprendre le contrôle. La société Dawies a été créée il y a un petit peu plus de 6 ans maintenant par donc 2 cofondateurs, Stéphane et David, qui venaient eux-mêmes du monde de la gouvernance des données, avec une forte dimension urbanisation des données, et donc déjà une bonne connaissance, très bonne connaissance au moment de la création de l'entreprise, des besoins en la matière et une idée assez précise de la solution qui pourrait permettre effectivement d'apporter de la valeur sur le marché. Cette valeur, elle a été vite reconnue, puisqu'effectivement, comme vous voyez à l'écran, dès 2018, on a pu être remarqué dans un domaine particulier qui est celui de la cyber. Et effectivement, c'est un domaine dans lequel ce que l'on propose est très pertinent, en fait, pour notamment identifier là où se trouvent les données sensibles de manière à pouvoir réduire les surfaces d'exposition. Ce n'est pas ça dont on va parler, ce n'est pas le cas d'usage pour aujourd'hui, mais sachez que c'est effectivement une déclinaison de notre technologie qui est très utilisée. Encore une fois, c'est là-dessus qu'on a été remarqué aussi par, vous connaissez probablement peut-être ce radar de Wavestone et BPI France sur les acteurs de la cyber. Il y a différents radars comme ça, donc nous on a le plaisir de figurer pour la 5e année consécutive sur le radar cyber. Mais vous voyez aussi, et c'est un peu de reconnaissance aussi internationale dont on est très content, le fait qu'une société d'analyse, Startus Insight, dans le cadre d'un benchmark avec plus de 450 sociétés qui proposent des solutions de data mapping, a identifié la solution Dawies comme étant dans le top 5. Dernier slide sur l'entreprise. Le but est de venir rapidement sur le cas qui nous rassemble aujourd'hui, mais quand même, c'est intéressant d'avoir un petit peu de background, je pense, pour bien nous situer. On a à l'heure actuelle un portefeuille d'à peu près 80 clients en direct, parce qu'on a aussi des clients de manière indirecte, parce qu'on est intégré en marque blanche dans certaines solutions, un petit peu verticales autour du RGPD par exemple. Mais on traite en direct les problématiques de 80 clients. Vous voyez ici quelques références à l'écran. Et donc, vous pouvez voir qu'on est présent aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé, à peu près 50-50 d'ailleurs. Et pour ce qui est du secteur privé, avec une variété très importante de secteurs qui sont couverts et dans lesquels aujourd'hui on a le plaisir d'avoir des clients. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on va faire un focus sur un cas d'usage, celui de l'assainissement des serveurs. Donc, pour pouvoir bien vous en parler, j'ai voulu, il y a 2-3 slides, bien resituer le contexte pour qu'on ait ensemble une bonne base de compréhension de la problématique que notre premier client, en l'occurrence Crédit Agricole, cherchait à adresser et pour laquelle donc, on a co-développé la solution que je vous présenterai après. Donc, ce contexte, c'est celui qui est souvent appelé dark data. En français, j'entends des fois parler de données froides. Quoi qu'il en soit, la réalité derrière, c'est la même, à savoir la partie du patrimoine informationnel qui est créée de manière un peu sauvage, entre guillemets, et qui ne va pas être réutilisé et qui est donc très mal maîtrisé, pas cartographié. Voilà. Donc, c'est une terminologie qui a été introduite par le Gartner en 2017, voilà, puis qui est maintenant assez communément employée.
pourquoi est-ce que le dark data, c'est quelque chose qui pollue effectivement, qui étouffe, comme je l'ai mis ici, les organisations? D'abord, du fait de l'ampleur du phénomène. Selon les sources, les chiffrages varient un peu, et puis ce n'est pas étonnant, puisque par définition, c'est un phénomène qui est difficile à cerner, mais en tout état de cause, plus de 50% du patrimoine de données des entreprises ou des organisations en sens large, c'est vrai aussi pour les entités du secteur public, est constitué de dark data. J'ai vu des chiffres entre 55 et 65%, mais disons, retenons que plus de la moitié, effectivement, des données qui sont et des sources de données qui sont créées sont dans cette catégorie. C'est un phénomène qui est difficile à bien appréhender parce qu'il est par nature extrêmement diffus. Alors, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on parle de sources de données non structurées. Par là, j'entends les emails, par exemple, ou bien encore la bureautique, les documents Excel, Word et autres, ou bien d'ailleurs les données non structurées qui se retrouvent sur de plus en plus des plateformes collaboratives. Voilà, toutes ces données-là sont des données non structurées par opposition donc à des sources de données de type applicatif, où on va malgré tout retrouver de manière peut-être un petit peu plus surprenante que dans les données non structurées un bout du phénomène de dark data. Pourquoi? Parce qu'effectivement, même dans les applications, on va retrouver des champs libres, des zones de commentaires, etc., où finalement, on ne sait pas quelle est la nature des informations, enfin, on ne sait pas structurellement quelle est la nature des informations qui vont être saisies ici. Et par exemple, pas plus tard qu'en début de semaine dernière, je discutais avec une société d'assurance, voilà, qui effectivement rentrait dans le sujet par cet angle-là. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient dans des applicatifs métiers des zones de saisie sur des déclarations d'accidents, en fait, où les opérateurs recueillaient, de toute bonne foi, mais ils n'auraient pas dû, mais ils le faisaient quand même, des informations à caractère personnel et des données sensibles, et qui se retrouvaient donc dans un applicatif très bien structuré et qui n'était pas du tout là pour ça, mais voilà. Qu'est-ce que ça pose finalement comme problème, ce phénomène? Plusieurs types de problèmes en réalité. Je vais commencer par celui qui est le plus en phase, je dirais, avec le nom de l'atelier, enfin, ou de ce retour d'expérience, c'est-à-dire la sobriété numérique. Effectivement, première zone de problème, le coût environnemental. Pourquoi? C'est évident, enfin, c'est évident, mais je le précise quand même, je le formule. Toutes ces données qui ne vont pas être réutilisées, aussi bien on pourrait donc s'en passer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc elles se retrouvent hébergées. Alors bon, si elles sont hébergées, stockées en local, on pourrait dire que c'est moindre mal, mais évidemment, de plus en plus, elles vont se retrouver dans des espaces de stockage partagés ou sur le cloud, ou etc. Et in fine, occuper de l'espace disque dans des data centers dont on sait, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ce sujet, qu'ils représentent une partie non négligeable aujourd'hui de la consommation en électricité. Voilà, j'ai vu un chiffre, vous avez tous peut-être un peu vu des chiffres sur ce sujet-là. Je pense à un article dans Computer World qui date déjà de 2019, qui évaluait à 3% de la consommation électrique mondiale, c'est-à-dire un petit peu plus que la consommation électrique de la Grande-Bretagne. Voilà, ça n'a pu depuis 2019 qu'augmenter, je dirais. Donc c'est vraiment, voilà, c'est majeur. On pense tout de suite à l'électricité quand on parle de l'impact environnemental des data centers, mais c'est pas tout. Il y a évidemment l'eau qui est nécessaire pour le refroidissement, et puis il y a les matériels, puisque finalement les serveurs ils sont fabriqués avec effectivement, en termes environnementaux, c'est là que se trouve l'impact le plus lourd du numérique, c'est effectivement le hard. Et en l'occurrence, si on le fabrique pour héberger des données qui ne vont jamais servir à rien, voilà, moi ça me fait un peu penser au Shadok. Alors j'espère que la référence n'est pas trop datée pour certains d'entre vous sans doute, mais bon voilà, qui était une espèce de petit feuilleton emblématique, dessin animé, où effectivement
les Shadocks en question, là, des grands oiseaux à longues pattes, créaient des usines à gaz et travaillaient dessus toute la journée pour ne rien en faire au bout du compte. Et donc là, c'est un petit peu le risque de effectivement construire du matériel, construire des bâtiments pour les héberger, alimenter tout ça en électricité, ça crée de la chaleur, il faut de l'eau pour refroidir, tout ça pour mettre dedans des choses qui ne servent à rien. Voilà, je force un petit peu le trait, parce que bien sûr, je ne parle que de la partie Dark Data, mais déjà, si on réussit effectivement à l'identifier pour la supprimer, l'impact environnemental est extrêmement positif. Je donnerai un petit peu des ordres de grandeur aussi sur des discussions avec des clients et des prospects tout à l'heure. Le coût financier est réel, il est facile, entre guillemets facile, à chiffrer pour la partie directe, c'est-à-dire la facture liée au stockage, mais il y a des coûts indirects qui, bien qu'ils soient plus difficiles à chiffrer, n'en sont pas moins réels. Et d'ailleurs, ça fait la transition avec la dernière partie de ce slide, qui sont les risques liés à la présence de Dark Data dans les organisations, des risques en termes de non-conformité. J'ai vu récemment une étude IDC, vous l'avez peut-être vue aussi, parce qu'elle est très récente, elle date du mois d'août, qui reposait sur un panel de 500 entreprises un peu dans le monde. Je crois qu'il y en a 40% en Europe. Voilà, donc je pense que c'est assez représentatif ici aussi, des structures moyennes ou grosses, et où 50% donc c'est des responsables informatiques qui étaient interrogés, 50% d'entre eux ont dit que leur organisation avait eu une amende ou plusieurs pour des raisons de non-conformité sur les 12 mois qui précédaient, et ça s'élevait en moyenne à $1 million. Voilà. Donc on parle de chiffres quand même qui sont significatifs. Surface d'exposition, pareil, hein, effectivement, en cas de vol de données. Et puis la confiance, qui est quand même un des éléments de patrimoine immatériel les plus significatifs des organisations. Et là-dessus, je pense qu'on a tous pu noter que autant il y a quelques années, quand il y avait un problème lié à des fuites de données, par exemple, l'entreprise était un petit peu présentée comme une victime. Aujourd'hui, elle est plus présentée comme étant coupable d'avoir mal protégé les données de ses clients, de ses collaborateurs, etc. Donc, problème qui est majeur pour toutes ces raisons et qui, j'irai beaucoup plus vite sur cette slide, qui est là juste pour dire que ce n'est pas un phénomène qui est en train de se réguler de lui-même. En fait, c'est tout le contraire. C'est un phénomène qui connaît une croissance exponentielle, tout simplement parce que la société est de plus en plus digitalisée et que, effectivement, les devices eux-mêmes se multiplient, et les espaces de stockage, les applications, etc. Et donc, il y a un phénomène un petit peu d'emballement qui se traduit par le fait, ici, le chiffre qu'on voit ici, 5 fois plus de données stockées en 2023 qu'en 2018. Donc, c'est quand même une progression très, très rapide. Alors, est-ce que ce phénomène, c'est une maladie incurable ? Il y a quelques éléments qui laissent penser, en tout cas, que ce n'est pas facile du tout de trouver une solution. J'avais effectivement ici une autre étude, vous avez les références en bas de page, qui avait été menée il y a quelques années pour le compte de l'éditeur Splunk, qui effectivement montrait que d'un côté, les responsables informatiques étaient très conscients du sujet, puisqu'il y en a 77%, plus des 3/4, qui considèrent qu'il faut trouver une solution, mais d'un autre côté, un constat de plusieurs, en tout cas, obstacles qui se cumulent et que vous voyez ici à l'écran. La volumétrie, le fait qu'on ne sait pas forcément comment adresser le sujet, que de toute façon, les ressources ne sont pas forcément disponibles, d'autant que ça nécessite, et ça fait lien avec le dernier point, la collaboration des métiers. Ce n'est pas un sujet qui peut être complètement réglé en centrale. Il faut effectivement réussir à collaborer avec les différentes lignes métiers qui sont là où sont créées effectivement les données en question et les sources de données. Tout ça, si on considère aussi des facteurs aggravants comme effectivement on ne sait jamais, hein, ça peut servir, donc je stocke, on ne sait jamais, je duplique d'ailleurs, parce que peut-être qu'une zone de stockage sera plus accessible, donc je restocke. Et puis le syndrome que j'ai mis ici, Phoenix, enfin, c'est-à-dire tout simplement le fait que ce problème il renaît de ses cendres, c'est-à-dire
On essaye de le résoudre et puis finalement, comme au fil du temps, les organisations recréent en permanence des sources de données dont une partie est non contrôlée, on peut se retrouver un peu découragé devant le fait que même les solutions, lorsqu'on essaye de se donner la peine, n'apportent finalement qu'un remède provisoire. Donc c'est tout ça que nous, on a voulu adresser, ou aider en tout cas nos clients à adresser avec donc une solution qu'on a packagée, qui s'appelle My Data Cleaning, que je vais vous présenter maintenant, et qui a vocation à permettre aux clients de reprendre le contrôle de manière collaborative. Alors, c'est ici que le lien qui marchait il y a 5 minutes, tout à l'heure, n'a pas voulu marcher, mais c'est pas grave. Du coup, je vais aller directement sur la source et je vais lancer une petite vidéo de 4 minutes qui présente la solution. Permanence des informations afin de les servir sans avoir toujours les bonnes pratiques ni les bons outils pour gérer ces informations. Je commente un tout petit peu parce que je suis conscient que le son est bas. Ici, on est plus sur le constat, donc c'est ce dont on vient de parler. Là, on va présenter la solution. Aux fichiers, qu'ils soient hébergés en local ou sur les serveurs, et ce en appliquant un processus simple. Là, effectivement, c'est pour dire que la solution fonctionne quels que soient les types, les typologies de données, quasiment toutes les typologies de données. Et effectivement, ça fonctionne en trois phases. Il y a un petit problématique de micro. Bien entendu, le processus de nettoyage reste largement. Alors, ça devient un petit peu acrobatique puisque je me rapproche de l'écran pour que les personnes qui sont à distance entendent également. Donc ici, on est sur la première phase de l'outil qui est pour le coup une interface qui va permettre de paramétrer la plateforme pour aller dire quelles sont les sources, quelles sont les typologies de sources de données qu'on recherche. Obsolètes, contenant des données sensibles, que du coup on peut qualifier, contenant des données personnelles. Et donc à chaque fois, dans l'outil, il y a un certain nombre de propositions qui sont pré-packagées, mais la possibilité aussi de rajouter des critères. Alors ici, vous voyez que c'est très orienté secteur bancaire, parce qu'à l'origine, on avait fait cette démo animée plus à destination de ce secteur, puisque notre premier client, c'est Crédit Agricole, mais on a des utilisateurs maintenant dans d'autres secteurs. Il n'y a rien qui soit spécifique véritablement au secteur bancaire de manière structurelle. Donc une fois effectivement que la plateforme est paramétrée, les sondes qu'on va déployer dans le patrimoine informatique du client, donc dans son infrastructure, vont aller rechercher de manière automatique toutes les sources qui correspondent aux critères de recherche. Ces sources vont remonter effectivement dans l'outil. Et donc là, c'est la première partie, je dirais, du travail qui a permis d'identifier dans l'organisation toutes les sources de données qui correspondent à la recherche. Mais pour le moment, on n'a pas encore agi sur ces sources. Donc c'est là où ce qui est important, c'est de pouvoir donner la main aux propriétaires, comme je disais tout à l'heure, des sources de données. Donc ici, on est dans un contexte avec des directeurs et des directrices d'agences bancaires qui ont peu de temps, mais ça de manière générale, les référents métiers ont peu de temps à consacrer à leurs opérations de purge. Et donc, il s'agit de leur présenter le sujet d'une manière qui leur permette de finalement décider rapidement qu'est-ce qu'il s'agit de faire des différentes sources de données. Est-ce qu'ils sont effectivement d'accord pour qu'on les purge, pour qu'on les supprime, ou est-ce qu'ils veulent qu'on les conserve, pourquoi éventuellement, et est-ce qu'elles doivent être conservées en ligne, accessibles tous les jours, ou est-ce que c'est OK
de les mettre dans un espace de type GED qui va être mieux sécurisé, mieux structuré, etc. Et ici, donc ça permet aux référents métiers de faire le travail de purge à proprement parler. Et ensuite, effectivement, la dernière chose, le dernier volet finalement qui permet de mener des campagnes efficaces, c'est à nouveau une logique d'administration centralisée qui va permettre finalement de mesurer le résultat des différentes campagnes et de faire du reporting et aussi de faire du benchmark, de se rendre compte s'il y a effectivement des entités dans l'organisation qui fonctionnent mieux que d'autres, de manière à, le cas échéant, identifier des opérations de sensibilisation un peu ciblées, de reparler à des personnes qui manifestement n'ont soit pas pris le temps, soit pas bien compris ce qui était attendu d'elles. Voilà, donc il y a vraiment ces trois volets de la préparation du paramétrage en amont pour vraiment définir quelles sont les typologies de données que l'on veut purger. Ensuite, effectivement, l'exécution de la campagne et de redonner la main aux personnes dans les lignes métiers. Et ensuite, effectivement, de monitorer comment ça se passe et de pouvoir faire du reporting et de s'améliorer en fait de campagne en campagne. Je vais revenir sur ma présentation principale. Et donc effectivement ici par rapport à ce que je viens de dire, il y a un petit peu de redite. Alors, pardon, il faut que je me le réaffiche à l'écran pour pouvoir continuer à être visible des personnes qui assistent à cette conférence à distance. Donc, j'ai déjà effectivement mentionné la dynamique d'amélioration continue, hein, et c'est vrai que c'est important par rapport au phénomène un peu syndrome Phénix dont je parlais à l'instant. Mener une campagne de nettoyage, ça permet effectivement de réduire le problème ponctuellement. Là, on va s'adresser au stock, mais ensuite il y a le flux, hein, puisque de nouvelles sources de données vont être créées en permanence, dans lesquelles on va à nouveau avoir de la dark data à purger. Donc, effectivement, nos clients effectuent des campagnes de manière, je dirais, régulière, chacun au rythme qui lui paraît approprié. Les facteurs clés de succès, c'est effectivement qu'on a pré-packagé l'outil de manière à ce qu'il puisse être utilisé très simplement en capitalisant sur les remontées qu'on a déjà eues, sur le fait qu'il y a eu une interface utilisateur dédiée, de la doc, etc. Et sur cette base, un peu ce tronc commun qui est plug and play, on fait le nécessaire pour adapter sur mesure, rajouter finalement des critères de recherche, rajouter éventuellement des couches de communication dans l'outil, paramétrer le workflow, ça vous l'avez peut-être vu à l'écran rapidement, je n'ai pas eu le temps de commenter là-dessus, mais ça participe à l'ergonomie pour les personnes qui vont devoir étiqueter leurs fichiers, dire qu'est-ce qu'il faut en faire, c'est de les leur présenter sous une séquence qui va leur faciliter le travail. Là, en l'occurrence, ce qu'on a vu à l'écran, c'est des fichiers obsolètes d'abord, ensuite les données sensibles, les données bancaires, etc. Voilà, tout ça dans une approche qui ne nécessite pas d'avoir des compétences, qui ne nécessite pas informatique, je veux dire, et qui ne nécessite pas d'avoir de longues sessions de formation. D'ailleurs, maintenant, je partage avec vous le retour d'expérience de notre premier client Crédit Agricole, qui est d'accord, évidemment, pour qu'on partage ces données avec vous. Retour rapide, mais qui ne vous surprendra pas du coup sur ce qui était identifié. Ça, c'est du copier-coller de documentation interne sur le projet, encore une fois interne, mais avec l'autorisation de l'utiliser avec vous aujourd'hui. Ça, c'est les objectifs que le Crédit Agricole voulait atteindre au travers de la mise en place de l'outil. La sécurité, le RGPD, la gestion du dimensionnement des infrastructures et, ce n'est pas pour dire qu'il y a un ordre de priorité, d'ailleurs, entre ces quatre piliers, le sujet RSE et numérique responsable. Et effectivement, c'est ça qui est très riche dans ce cas d'usage, c'est que oui, et c'est le titre de l'intervention aujourd'hui, c'est un outil très concret pour mettre en place une politique de sobriété numérique, mais par la même occasion, le fait d'adresser ce sujet des données inutiles, voire nuisibles, ça permet aussi de satisfaire des enjeux qui sont de nature sécuritaire et réglementaire.
Donc, c'est un cas d'usage qui est particulièrement riche. Et vous voyez en bas de l'écran la volonté de pouvoir simplifier cette tâche et surtout de ne pas mobiliser trop de temps du côté des collaborateurs. Alors, face à ces objectifs, quels sont les enseignements? Il y a deux choses qui me semblent importantes dans ce slide, qui sont des éléments de retour d'expérience. Le haut du tableau, c'est un retour d'expérience après un usage assez intensif de l'outil, puisque le Crédit Agricole de Normandie, avec ses 162 agences dans la région, utilise le produit depuis maintenant 3 ans. Donc, ils ont quand même un retour d'expérience qui est large. D'autant plus qu'ils ont commencé par les agences parce que c'est là où finalement la problématique était la moins volumineuse, on va dire, mais ils l'ont maintenant depuis déployé aussi en centrale. Et donc, pendant que je parle, vous avez peut-être lu effectivement le verbatim qui a été émis par le Data Management Office et le Chief Data Officer et le DPO, qui tous y trouvent leur compte. Et effectivement, par rapport au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, en termes d'efficacité, je pense que le chiffre est assez frappant. Libération de 95% des espaces disques sur le périmètre ciblé. Voilà, donc c'est vraiment c'est majeur en fait comme levier. Et la partie basse de l'écran est intéressante par rapport à une question qui est souvent posée, ou même quand elle n'est pas posée, je suis sûr qu'elle est présente dans les esprits, qui est de se dire oui, mais bon, ok, ça marche, mais quelle va être l'intensité de travail qu'il va falloir déployer pour y arriver? Est-ce que c'est des gros projets? Est-ce que c'est complexe? En fait, non, c'est ça aussi qui est intéressant. Et donc là, c'est le retour d'expérience dans le cadre de la mise en place d'une phase de pilote dans le Crédit Agricole du Morbihan, qui depuis a déployé, mais donc à l'époque où ils étaient en pilote, il y avait eu 7 services qui avaient été inclus dans une logique de POC. Et vous avez ici effectivement le retour, la perception en fait des 7 responsables, des 7 référents métiers qui ont tous trouvé que oui, c'était tout à fait agréable, fluide et intuitif, même si sur intuitif, il y en a un sur les 7 qui n'était pas complètement à 100%, mais bon, qui considérait que c'était quand même plutôt intuitif. Voilà, donc c'est franchement positif. Et sur la partie en bas à droite, je pense que c'est intéressant de regarder aussi, c'est par rapport à ce que je disais à l'instant, est-ce qu'il faut consacrer, est-ce qu'il faut prévoir beaucoup de temps pour mettre en place ces opérations? En réalité, non, puisque ici, effectivement, en 3 réunions, les personnes étaient opérationnelles. On a certaines caisses qui procèdent à 2 réunions. Et effectivement, sur la partie véritablement exécution des campagnes, chaque responsable, donc là, en l'occurrence, dans un premier temps, des directeurs, directrices d'agence, selon la quantité, je dirais, l'ampleur du problème dans leur périmètre, avaient besoin pour la moitié d'entre eux, moins d'1 heure pour procéder à l'étiquetage complet de tous leurs fichiers. Voilà. Et après, évidemment, dans les campagnes ultérieures, ça va plus vite puisqu'on traite le flux, on n'a plus à traiter le stock qu'on a traité une fois pour toutes. Voilà, je voudrais aller très rapidement sur une conclusion et puis ouvrir à des questions s'il y en a. La conclusion, il y a un point important, évidemment, lorsque l'on cherche à vendre, je dirais, en interne de son organisation un projet comme celui-là, c'est de savoir aborder le sujet du return on investment. Encore une fois, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un direct et indirect. À titre d'exemple, j'avais dit en début de réunion que j'en parlerai, on a un prospect là, qui est en phase justement donc, de décision et qui partageait avec moi ce qu'il y avait dans son dossier d'opportunité. Et par rapport à ce cas d'usage, la facture de son prestataire d'espace de stockage, la réduction qu'il attend, avec des hypothèses plutôt prudentes à mon avis, est une réduction qui va autofinancer, enfin pas tout à fait d'ailleurs, à 80% les coûts du projet, à la fois ce qu'on facture et la mise en place, le coût total. Donc, effectivement, c'est un point de repère que je trouvais intéressant, sachant qu'il y a dans le return à prendre en compte. Je sais que ce n'est pas toujours facile dans des organisations quand on ne sait pas mettre un chiffre, mais effectivement, quand même, ça fait partie du return vraiment, le diminution du risque d'amende pour non-conformité.
Si on se donne le mal de faire de la sensibilité, enfin de définir des politiques internes par rapport à la donnée et à la conservation, de faire des sessions d'information et de sensibilisation, etc. Si on ne sait pas boucler la boucle avec effectivement un outil qui permet de monitorer tout ça et d'aider les personnes à appliquer finalement la politique de l'entreprise, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je pense que le return, il est là aussi dans la bonne application des politiques internes. Et puis je ne reviens pas sur ce dont on a parlé, à savoir la protection en matière cyber. Il y a des éléments qui sont aussi de plus en plus visibles, je pense. Le score extra-financier, hein, donc le numérique responsable, c'est pour certaines entreprises, c'est un sujet voilà, qui est important, je dirais pour les entreprises vraiment d'une certaine taille. Le référencement fournisseur, la marque employeur, voilà, ces éléments sont peut-être un petit peu plus diffus, mais on les voit quand même apparaître de plus en plus. Et ici, très rapidement, pour ouvrir le sujet, j'ai juste deux slides sur lesquels je vais juste rappeler que je vous ai présenté aujourd'hui un cas d'usage de notre plateforme qui en fait est constituée de microservices, une trentaine, qu'on peut assembler finalement en face à une problématique donnée, problématique data, quoi, hein, je veux dire, spécifique à une entreprise. On peut les assembler de manière très sur mesure pour répondre vraiment de manière très spécifique à la problématique, toujours sur cette base de paramétrage effectivement de sondes qui vont scanner, remonter, analyser de manière automatique les sources de données pour les normaliser, les classifier et présenter tout ça dans l'outil avec la possibilité de visualiser le catalogue selon différents prismes métiers qui peuvent être réglementaires, sécuritaires ou autres. Et nous, on a dans notre solution beaucoup travaillé sur l'automatisation versus d'autres solutions qui sont très manuelles. On travaille au niveau des données structurées et non structurées, des métadonnées, mais aussi des contenus. Au niveau du déploiement, ça peut être en SaaS ou on-premise. On fonctionnait par indexation au tout début, mais on est passé sur une logique où les sondes sont exécutées dans l'infrastructure, ce qui est plus satisfaisant, je pense. Et puis, effectivement, on a, au fil des années, développé et affiné des algorithmes qui nous appartiennent et qui servent donc pour la classification, la normalisation et la classification. On travaille pas mal aussi en ce moment sur l'IA. Donc, comme je disais, on sait assembler ces différentes briques finalement technologiques pour répondre à une problématique bien spécifique, ou bien finalement on a pré-packagé par rapport à des problématiques dont on voit qu'elles sont en dénominateur commun de pas mal d'organisations. On a pré-packagé un certain nombre d'applications. Je vous ai présenté aujourd'hui nettoyage des serveurs, mais il y en a d'autres. Donc, je serais ravi de vous en parler aussi, si vous le souhaitez, si ça correspond à des problématiques dans vos structures. Aujourd'hui, on est présent sur un stand. N'hésitez pas à venir nous voir. Et sinon, vous avez des coordonnées ici sur lesquelles vous pouvez nous écrire. Voilà. Merci de votre attention. Il reste donc quelques minutes pour prendre des questions si vous en avez. Alors, effectivement, donc merci. Il y a une question dans le chat. Je la lis pour que tout le monde sache quelle est cette question. Bonjour, cet outil est-il adapté à une PME, entre parenthèses 70 collaborateurs, et quel en est son coût? Alors, effectivement, c'est une double question parce que, évidemment, pour une plus petite structure, la question du coût peut être plus importante, mais c'est aussi une question de maturité et c'est une question de besoin. Et alors, la réponse, en fait, est potentiellement oui. On a en effet des clients qui sont de type PME. On ne travaille pas que pour des ETI et des grands groupes. Donc, tout va dépendre effectivement de la problématique que votre entreprise, enfin là, je m'adresse à la personne qui a posé la question, mais de manière plus générale, que l'entreprise, la PME, va chercher à adresser. Et effectivement, je dirais que l'outil fonctionnellement peut être tout à fait adapté pour cette taille d'entreprise. Par rapport au coût, c'est difficile de répondre dans l'absolu sans être face à effectivement plus de précision, puisque nous, pour répondre quand même à la question,
je dirais que ce qui va déterminer le coût, ça va être la taille du patrimoine informatique qui est à auditer et à analyser, et je dirais le périmètre fonctionnel. Pour donner quand même un ordre de grandeur, on va dire que ça démarre. Je dis bien ça démarre, parce qu'après, si c'est des très grosses organisations avec des problématiques très complexes, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais ça démarre à 10 000 € de licence par an. Voilà, pour vous donner un point, ne pas fuir la question et vous donner un élément de réponse très concret qui, je pense, montre que oui, c'est potentiellement adapté pour des PME, et dans nos 80 clients, il y en a, et on adresse, enfin, on attache autant d'importance à chacun de nos clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions, oui, dans la salle? Alors, oui, je répète la question pour que tout le monde l'entende, y compris effectivement les personnes qui suivent à distance. La question, c'est de savoir si le Crédit Agricole a estimé, alors est-ce que c'est en termes économiques ou autre, ce que ça lui avait rapporté? Alors, en termes économiques, je vous réponds de manière très transparente, je n'ai pas connaissance qu'ils aient effectivement fait cette analyse. En revanche, vous aviez tout à l'heure à l'écran un chiffrage sur la caisse, en tout cas de Normandie, mais qui est représentative, hein, puisque c'est une caisse qui n'est pas parmi les plus petites, avec 162 agences, et qui, sur le périmètre qui avait effectivement été identifié par l'outil, a pu supprimer 95% des fichiers. Voilà. Ça ne répond pas directement à votre question, mais comme je n'ai pas la réponse, je ne peux pas l'inventer. Je vous en prie. Oui. Oui, alors je répète la question et en même temps, je remercie la personne de l'avoir posée, parce que j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. La question, c'était de savoir si, parce que vous notiez qu'il y avait il semblait y avoir un focus très bureautique et messagerie dans ce que j'ai montré. Votre question, c'était de savoir si effectivement la technologie fonctionnait également sur des sources structurées, des bases de données. Et voilà. Et la réponse, c'est oui, absolument. Alors, je n'ai pas dû insister suffisamment au départ. Mais le fait est que c'est même, je dirais, à l'origine, notre cœur de compétence, il est même plutôt là. C'est l'univers duquel on vient. Et on s'est aperçu, chemin faisant, que notre outil avait aussi un potentiel de valeur très important dans les domaines non structurés. Donc, on a étendu le travail là-dessus. Mais effectivement, donc on a tout un tas. C'est un peu vague. On a une trentaine ou une quarantaine maintenant de connecteurs, avec effectivement les principaux formats de bases de données. On a, du fait de l'origine aussi, enfin du background des fondateurs, pas mal de connecteurs également dans le domaine des données géographiques. Et lorsqu'il y a des nouveaux formats qui nous sont demandés, en fait, dès lors que c'est un logiciel du marché, en fait, on prend à notre charge le fait de développer le connecteur qui va bien. Là, on a mis en prod il y a quelque temps un connecteur sur Salesforce, par exemple. Voilà, mais c'est un travail qui s'enrichit en permanence en fonction des demandes de nos clients, tout simplement. Je vous en prie. Il est 12h19, hein, donc j'ai l'impression qu'on arrive au bout. Bien sûr, s'il y a une dernière question, je ne veux pas… Oui, une dernière question, allez. Alors, oui, donc la question, effectivement, si je la reformule mal, arrêtez-moi, mais c'est que, bon, là, on a beaucoup regardé un peu le côté statique, finalement, des choses, la cartographie. Est-ce que l'outil permet aussi de travailler sur un aspect plus dynamique, de savoir quelles sont les données qui sont utilisées, les interactions, etc. Alors, on a effectivement, là, je ne l'ai pas présenté du tout, mais on a un module de linéage qui permet effectivement de faire un premier niveau de travail sur précisément ce que vous dites. On a aussi un partenariat avec un autre éditeur qui est vraiment, lui, complètement, dont c'est le cœur de métier,
voilà, qui s'appelle Ellipsis, et avec lequel, lorsqu'il y a des problématiques qui vont plus particulièrement loin, enfin des besoins qui vont plus particulièrement loin dans ce domaine-là, on a l'habitude de travailler ensemble pour apporter une réponse commune aux clients. Je vous en prie. Écoutez, il me reste à vous remercier pour votre attention, d'être resté jusqu'au bout à un horaire qui n'est pas le plus facile, et aussi bien les personnes qui sont en ligne que les personnes dans la salle, et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour ceux qui sont ici, ou à prendre contact par mail. On sera ravis d'approfondir avec chacun d'entre vous. Merci.